Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui des matières premières. Nous en parlons avec le spécialiste et directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest AM, Benjamin Louvet, qui est à mes côtés. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Bon, ça a été un des marqueurs de cet été sur les marchés. Pour ceux qui ont suivi même épisodiquement ce qui a pu se passer sur les marchés, c'était difficile de passer à côté de la hausse de l'or. Ça fait quand même les gros titres de partout. J'ai cru vous voir dans des journaux télévisés pour en parler, Benjamin. Non mais ça c'est toujours un signe. C'est toujours un signe que là, c'est quand les JT vous n'allez pas tarder à me dire que ça va s'arrêter de monter. Non, j'en sais rien. C'est la question que je vais vous poser. Non, mais déjà, quand même, sur la dynamique qui ont porté, donc l'once est monté à quoi? De plus de 2550 $, c'est ça? C'est ça, exactement. Quels ont été les facteurs à l'œuvre, que ce soit des facteurs techniques, que ce soit des raisons fondamentales, et qui a participé à cette patte de hausse de l'or qu'on a pu observer au cours de l'été? Alors déjà, il y a une toile de fond. C'est une instabilité géopolitique globale qui ne cesse de s'accroître. Depuis le 7 octobre, ça s'est encore aggravé avec la situation depuis l'attaque du Hamas en Israël. Tout ça amène un certain nombre d'inquiétudes. On voit bien que la guerre en Ukraine s'enlise et continue aujourd'hui, avec même des offensives ukrainiennes au sein du territoire russe. Donc tout ça participe d'une instabilité qui fait que l'or est souvent considéré comme une valeur refuge, entre guillemets, par beaucoup d'investisseurs, et que aujourd'hui on se dit que c'est peut-être pas complètement idiot de diversifier en allant un petit peu sur cette classe d'actifs. Ça, c'est le premier facteur, je dirais, qui est un facteur de fond qui dure depuis un certain temps, depuis le Covid. Grosso modo, on a toujours des phases comme ça d'accélération de l'or autour de ça. Mais surtout, ce qui a profondément changé, c'est que les raisons qui expliquent la hausse de l'or depuis le début de l'année ne sont pas les raisons classiques. Les raisons classiques, c'est que l'or est un actif parmi d'autres, et donc quand vous regardez ce qui vous rapporte, l'or ne rapporte rien, alors que les autres classes d'actifs rapportent quelque chose. Depuis le début de l'année, on a plutôt eu tendance à retarder les baisses de taux, donc les autres classes d'actifs étaient plutôt rentables. Donc, les acheteurs traditionnels d'or, en particulier en Occident, n'ont pas été présents. Et d'ailleurs, quand on regarde les détentions d'ETF depuis le début de l'année dans les pays occidentaux, elles étaient plutôt en baisse sur la première partie d'année. Ceux qui ont acheté de l'or, ce sont essentiellement les Asiatiques. Et là, il y a deux niveaux différents. Le premier, c'est au niveau des investisseurs privés. Les investisseurs privés ont acheté de l'or essentiellement pour une raison au départ, c'est que dans le début d'année, les performances sur l'immobilier chinois ont continué à être catastrophiques, et les performances sur le marché actions ont été très mauvaises. Donc, pour un épargnant chinois, il n'y a plus beaucoup de solutions. Voilà, on sort des classes d'actifs traditionnelles, et puis on va sur ce qu'on appelle les valeurs refuges dans ces pays, et en Chine en particulier, c'est-à-dire le dollar et l'or. Mais il se trouve que sur le dollar, il commence à y avoir une certaine défiance dans ces pays depuis qu'on a eu la crise en Ukraine, le déclenchement de la guerre en Ukraine, et que les Américains ont saisi un certain nombre d'actifs, et donc on s'est demandé si le dollar était vraiment une valeur de réserve et si on ne risquait pas des sanctions plus tard, compte tenu des tensions qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Donc, davantage de report sur le dollar, et les détentions d'ETF en Chine et en Asie d'une façon générale ont augmenté sur cette première partie de l'année. Donc eux ont profité de cette hausse. Et puis on a les banques centrales. Les banques centrales qui continuent à acheter de l'or. 290 tonnes au premier trimestre, c'était le meilleur premier trimestre depuis que le World Gold Council suit les chiffres. Elles ont encore augmenté au deuxième trimestre de 6% leurs achats d'or par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière. Donc elles sont dans une dynamique positive. Et puis, mi-juillet, le World Gold Council publie son étude annuelle. Il réalise un sondage auprès des banques centrales. Ils interrogent à peu près 75 banques centrales à travers le monde. Est-ce que vous allez continuer à acheter? Et ils leur demandent toujours les mêmes questions. Dans les questions, il y en a 3 qui sont d'intérêt. La première, c'est qu'est-ce que vous voulez faire sur l'or dans les 12 prochains mois? À cette question, le sondage existe depuis 2018. À cette question, 28% des banques centrales indiquent vouloir continuer à acheter de l'or dans les 12 prochains mois. 0% veulent en vendre. C'est le plus gros score depuis le début de ce sondage. Première chose. Deuxième question, pourquoi voulez-vous acheter de l'or? Et là, 2 enseignements intéressants. Première chose, au-delà des risques géopolitiques, première chose, l'or n'est la dette de personne. Il ne peut donc pas faire faillite. Ce qui en dit peut-être aussi beaucoup sur la perception qu'ils peuvent avoir des autres actifs qu'ils ont en portefeuille, essentiellement des obligations d'État qui aujourd'hui sont très endettées. Deuxième raison, les banques centrales vous disent les taux d'intérêt réels vont rester bas très longtemps. Qui mieux croire que les banques centrales sur l'évolution à venir des banques centrales? Et donc les banques centrales, je vous rappelle, en 2022, en 2023, ont acheté un record d'or depuis 1967, et depuis le début de l'année, elles continuent sur cette tendance. Et puis il y a une dernière question qui est intéressante, qui est assez nouvelle, c'est comment voyez-vous évoluer dans les 5 ans qui viennent vos avoirs en dollars? Et à cette question, 62% des banques centrales indiquent qu'elles les voient baisser beaucoup ou modérément. Donc on a vraiment
cette notion de vouloir se détacher en partie du dollar. Et donc, ça explique la hausse de début d'année, qui n'est pas, pour les raisons habituelles, ce ne sont pas les acheteurs occidentaux qui ont acheté, et ce n'est pas parce que les taux réels ont baissé. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie de l'année. Ouais. Comment on évalue à ce stade justement le potentiel restant pour l'or et les précieux, enfin l'or en l'occurrence, Benjamin, les banques centrales, diversification des réserves, j'imagine qu'à un moment il y a un niveau de saturation, il y a quand même une limite. Elle est peut-être loin devant nous, j'en sais rien. Quels peuvent être les moteurs, enfin, c'est quoi le scénario dans lequel on pourrait voir l'once d'or continuer de progresser? Et à l'inverse, quel peut être un scénario adverse pour l'once d'or aujourd'hui? Alors, 3 éléments. Première chose, les achats des investisseurs privés chinois, est-ce qu'ils vont reculer? A priori, pour l'instant, on ne les voit pas se désengager malgré la hausse qu'on a connue, ce qui est plutôt un élément de stabilité. Deuxième chose, les banques centrales. Les détentions des banques centrales, en particulier dans les pays émergents, si tant est qu'on considère encore la Chine dans les pays émergents, mais dans les pays, je dirais, dans les nouvelles économies, eh bien, quand on les interroge, elles veulent continuer à acheter de l'or. Vous disiez, et donc là, on a plutôt un élément qui est plutôt positif. On devrait continuer. Il faut savoir que les détentions d'or, la part de l'or dans les réserves de ces banques centrales est encore très inférieure à ce qu'on peut avoir dans les banques occidentales. D'accord. Donc il y a encore beaucoup de place. D'accord. Et puis le troisième facteur, c'est que je le disais, on n'a pas eu ces achats occidentaux. Ils commencent depuis la mi-juillet, à partir du moment où on a commencé à voir plus clairement le scénario de baisse de taux en deuxième partie d'année se dessiner. Et alors, comment on peut estimer le potentiel? Si ces deux facteurs qui ont fait la hausse de début d'année sont stables, ce qui semble être le cas, tout va dépendre du comportement des acteurs occidentaux. Et là, il y a un élément intéressant que j'aime bien citer toujours. C'est pas toujours bien de citer les concurrents, mais il y a une société de gestion qui a une équipe sur les matières premières qui est de bonne qualité, qui s'appelle PIMCO, et qui avait fait il y a quelques années, en 2014, qu'elle a mis à jour en 2022, où ils expliquaient que chez eux, ils voyaient l'or comme un actif à duration longue, de duration 22. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les taux d'intérêt reculent, l'or redevient plus intéressant. Quand les taux d'intérêt reculent de 1%, on peut espérer une progression de l'or de 22%. Historiquement, c'est ce qu'on observe. C'est quelque part entre 20 et 25%, sauf depuis 1 an et demi, parce que les raisons d'achat ont été différentes. Donc on a eu une décorrélation entre ces taux réels qui ne baissaient pas et qui plutôt monté, et l'or continue à monter. De taux, comme exactement. Mais si on revient sur cette corrélation, en partant du principe que le facteur chinois et le facteur asiatique a été un facteur à part, eh bien, on peut espérer que le cours de l'or dépasse les $2 800 dans le cadre d'une baisse des taux de l'ordre de 1% Quand on regarde sur le marché price comme baisse de taux de la Fed, on peut atteindre entre 20 et 25%. On peut aller faire un tour autour de 2800 voire $3000. Et donc le scénario adverse, ce serait une Fed qui baisserait pas aussi vite les taux pour X ou Y raison. Alors ça dépend pour quelle raison. Si elle baisse pas les taux parce que l'économie est en surchauffe, effectivement, on aura peut-être un peu moins d'intérêt pour l'or, mais peut-être plus pour d'autres métaux. On pourrait y revenir. Si les taux ne baissent pas, parce qu'il commence à y avoir une défiance sur la dette américaine, dans le contexte des élections, c'est une question qui commence à se poser. Là, on peut se retrouver dans cette situation un peu particulière, qui est la seule qui peut s'expliquer, où on va avoir des taux d'intérêt aux États-Unis qui montent et l'or qui monte. Parce que les taux d'intérêt aux États-Unis montent pour une question de défiance et donc recherche de sécurité. D'accord. Et donc à ce moment-là, on peut avoir le cours de l'or qui monte. Mais le scénario adverse, effectivement, c'est une économie qui se porterait tellement bien qu'on n'a pas besoin de baisser les taux, voire de continuer à les monter. Les investisseurs institutionnels européens et américains trouveraient à ce moment-là suffisamment de revenus ailleurs. Voilà, sur les actifs classiques, et n'auront pas besoin de se diversifier. Sur des matières premières plus cycliques, pétrole par exemple, ou certains métaux, qu'est-ce que le marché renvoie comme message là, à ce stade aujourd'hui, Benjamin? Je trouve que le pétrole, on en parle beaucoup parce que c'est toujours le pétrole, mais ça reste quand même très rangy, quoi. Enfin, je veux dire. Mais ça reste très rangy parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, Grégoire. Vous avez aujourd'hui l'OPEP qui a mis en place un certain contrôle sur la disponibilité de pétrole, pour tenir compte du fait qu'a priori il y avait un petit peu moins de demande. L'OPEP a dit qu'elle était prête à remettre du pétrole sur le marché en deuxième partie d'année, parce qu'elle s'attend à une hausse de la consommation. Beaucoup trouvent que c'est un peu optimiste. Néanmoins, l'OPEP a dit, attention, si jamais la consommation devait être décevante, on se garde le droit de conserver notre réduction. Et donc, ils sont vraiment à la manœuvre. D'un côté, on a des doutes sur la consommation de pétrole, parce qu'on sent bien que l'économie, malgré tout, même si on n'a pas un hard landing, on ne parle pas encore de no landing, on a quand même un petit ralentissement de l'économie. Donc on s'attend à ce que la consommation de pétrole reste modérée. Et donc, on a plutôt des prix qui sont
sous pression. Mais de l'autre côté, on a également l'OPEP qui garde cette capacité à remettre du pétrole sur le marché. Donc on a un marché qui est pris entre... de force. Pas de montée parce qu'on manque pas de pétrole et qu'on a cette marge de manœuvre supplémentaire, et pas franchement de baisse parce qu'on sait que si jamais on devait trop baisser, eh bien l'OPEP serait à la manœuvre pour garder la main sur les prix, ce que l'organisation a très bien fait depuis 24 mois, on va dire. Et ça veut dire que pour un gérant matières premières comme vous, les métaux, c'est ce qui représente le plus d'intérêt, ce qui représente ce qui a le plus d'intérêt aujourd'hui? Oui, alors en plus, sur les matières premières agricoles, il se passe beaucoup de choses, mais les matières premières agricoles sont des matières qui sont compliquées d'un point de vue investissement. Beaucoup d'acteurs ont décidé de les mettre à part, ce qui peut se comprendre, pour éviter d'aller spéculer sur des matières qui sont des matières nécessaires, vitales, entre guillemets. Perturber effectivement pour les équilibres. Voilà, exactement. Donc les métaux présentent un pôle très très intéressant, en particulier dans le cadre de la transition énergétique. On a marqué le pas un peu cet été parce que il y a un marché qui est très important pour les métaux, c'est le marché chinois, et que le plénum chinois n'a pas délivré les bonnes nouvelles que certains espéraient. Malgré tout, ces marchés restent sous tension pour un certain nombre d'entre eux. Mais là encore, il faut faire le tri. Tous les métaux ne sont pas bien orientés. On peut parler du lithium, qui est un métal dont on parle depuis des années. Nous, on avait un avis plutôt négatif, on en a déjà parlé, parce que, grosso modo, ouvrir certaines mines de lithium, ce qu'on appelle des mines, mais en l'occurrence, ce sont des salars, ne prend pas trop de temps, et donc que les producteurs de lithium ont été en gros plus prompts à développer la production de lithium que les constructeurs automobiles à vendre la voiture électrique qui a plus... Il n'y a pas de problème d'offre de ce côté-là. Voilà. Oui. Mais vous avez des métaux comme le cuivre, par exemple, où on a des prix qui restent quand même sous pression. Malgré tout, on voit qu'il y a des primes sur le marché physique qui laissent à penser que dans la deuxième partie d'année, en particulier si on a une baisse des taux qui vient soutenir l'économie, eh bien, on pourrait connaître le début de cette tendance que nous, on voit venir à cause de la transition énergétique. Méga trend, le cuivre, c'est Dr Copper, mais c'est aussi, comment vous dites, Dr Green. Dr Green, désormais. Merci beaucoup, Benjamin. Benjamin Louvet, Ophi Invest AM, avec nous dans ce quart d'heure thématique.